Puisque vous l'avez demandé, voici la partie 32. Allons-y. Dès le début, je vous demande de prêter attention à cette vidéo autant que possible, sans oublier de liker et de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Et enfin, l'auteur s'est rétabli de sa maladie et a recommencé à publier des chapitres pour nous. Il a pratiquement seulement fait une pause pour boire de l'eau. Charles est là, il a fait une petite pause et il prend encore une gorgée d'eau, mais il le fait. Il est très intrigué. Je me demande pourquoi cette femme est ici, pourquoi elle ne s'éloigne pas de moi. Même quand je vais aux toilettes, elle reste dehors en attendant que je sorte. C'est ce genre de tension, Charlie, sans dire un mot. Et Pandora est pareil. Alors, elle a un regard plus sérieux que ma femme, parce que quand ma femme me regarde comme ça, je file comme une flèche, car il y a quelque chose qui cloche. Avec ça, Charlie demande à Hercule. Quelle expression a-t-elle? C'est qu'on dit qu'elle est comme ça depuis qu'il a disparu et l'a laissé avec lui. Cependant, son expression est un peu moins sérieuse qu'avant. Ainsi, pendant qu'Hercule sert ce thé à Pandora, il dit à Charlie de venir la visiter de temps en temps, même si c'est juste à cause de Pandora ou de la petite chose qui la suit, parce que vous êtes le remède pour elle. Et donc, Hercule est très direct et dit à Charlie que Pandora a besoin de lui pour aller mieux. Charlie a entendu ça et ne sait même pas quoi répondre, parce que comment ça, cette femme a besoin de moi? Mais ensuite, Hercule continue la conversation et dit à Charlie, « Alors, que viens-tu faire ici et pourquoi tu n'es pas monté au 44e étage? Tu ne montes pas la tour ?» Charlie répond à Hercule qu'il est descendu juste pour un moment, car il s'est passé une dispute au 43e étage. Hercule, curieux, demande, « Quoi? Une dispute ?» Alors Charlie dit oui, ou quelque chose comme ça. « Mais pour l'instant, Hercule, je vais rester sous ta protection, d'accord? Mais ça ne devrait pas durer trop longtemps, juste quelques mois. » Et Hercule lui dit, « Quoi, tu vas rester avec moi à nouveau? » Oh là là, bien cynique, il demande, « Comment ça à nouveau? Hé Hercule, tu ne peux pas me recevoir, tu es si riche, tu as tellement d'argent, une bouche de plus à nourrir ne va pas te rendre pauvre. » Pandora regarde Hercule et lui dit, « Avare. » Donc, enfin, Pandora a dit un mot mais elle a parlé. Hercule, mal à l'aise, dit qu'il ne voulait pas dire ça. Tu sais que Pandora est comme Charlie, elle ne dit que ce qui est nécessaire, et donc le seul des trois qui aime parler demande à Charlie si son plan n'était pas de continuer à monter, car il a entendu dire que Charlie envisageait d'aller au-delà du test de la tour. Mais pendant qu'il dit cela, Charlie appelle le stockage et commence à en sortir quelque chose. Alors, en montrant, Charlie sort 2 des 3 trésors sacrés, l'épée de Suzanne et ce miroir de notre vidéo précédente. Mais Hercule, qui n'a jamais vu ça, « Alors, dis-moi, Charlie, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et le dur répond, « Ce sont 2 des 3 trésors secrets. Donc, je me baladais par là, et ils m'ont eu. Hercule, j'ai entendu parler d'eux, et il n'y a vraiment pas moyen qu'un truc pareil soit trouvé par hasard et finisse entre ses mains. » Pendant ce temps, Pandore ne dit rien. Je continue à boire son thé. J'ai suivi la conversation des autres, mais ensuite Hercule commence à comprendre les choses et dit, « Hé, Charlie, tu n'es pas en train d'être poursuivi par les 3 enfants précieux, n'est-ce pas ?» Et le dur ne répond même pas, les yeux fermés. Il reste les yeux fermés et continue. Alors, Hercule, sachant la nature de Charlie, lui demande pourquoi il adore se mettre dans des histoires avec des classements élevés, hein? Car d'après ce qu'il sait sur les 3 enfants sacrés, il ne reste plus que Amaterasu et Tsukuyomi, n'est-ce pas, Charlie? Écoute, je ne sais pas à quel point Tsukuyomi est fort, mais le rang d'Amaterasu était très élevé. Alors, Charlie, tu veux mon aide? C'est pour ça que tu es venu ici. Charlie sait qu'Hercule déteste se battre, mais le fait qu'il propose son aide prouve qu'Hercule lui fait entièrement confiance. Cependant, pour que les plans de charme réussissent, Hercule doit encore rester ici, car pour vaincre Materasu, il n'a même pas besoin de l'aide d'Hercule. Alors, Charlie lui répond, « Non, ça va, tu n'as pas besoin de t'impliquer dans notre bataille. Non. » Mais Hercule sait que Materasu a un rang élevé et dit, « Eh bien, ça va être difficile pour toi de te battre tout seul, tu sais. » Charlie a dit qu'il le savait, mais qu'il avait plusieurs options pour lutter contre Materasu. Ainsi, il reprend ses 2 trésors sacrés et les remet dans son inventaire. Pandore, toujours attentive à leur conversation, a entendu Hercule dire que tout le monde pense que le résultat du combat entre Charlie et Materasu sera évident. Materasu va gagner. Cependant, Hercule a dit que pour une raison quelconque, il sent au fond de lui que Charlie va gagner. Il ne sait pas pourquoi. Charlie lui dit, « Ah, vraiment? C'est super. Mais de toute façon, je ne peux pas l'affronter maintenant, non. D'accord? Je dois me préparer d'abord. Tu as demandé à quelqu'un de faire quelque chose pour moi, donc je ne peux rien faire contre Materasu tant que ce truc n'est pas terminé. » Et Hercule est très curieux et lui dit, « Faire confiance à quelqu'un qui était... » Charlie ne répond même pas et dit, « Écoute, je dois juste rester ici un moment, d'accord? Jusqu'à ce que ce soit complet. Et nous savons de quoi il s'agit. Ce sont les 3 gemmes qu'il a données à Éphèse pour fabriquer une arme. » Alors, Charlie dit à Hercule, « Écoute, Hercule, mais j'ai besoin que tu m'aides avec une chose. » Alors ils vont ailleurs, et là, Pandora est là, en train de manger un paquet de chips que Hercule a acheté, car étant donné qu'il est riche et qu'il a des millions de points. Un paquet de chips du système, c'est ce que Pandora lui demande tout le temps. Et ainsi, Charlie, devant Hercule, lui dit, « Tu sais, n'est-ce pas, j'ai réussi à me gigantifier, mais c'est encore assez immature, alors j'ai besoin de l'aide d'un professionnel comme toi. »
Pour se développer au maximum, Hercule avertit Charlie. « Hé Charlie, je ne suis pas un bon professeur, je n'ai jamais enseigné à personne et je ne sais même pas comment faire. » Et Charlie lui répond qu'il n'a même pas besoin d'enseigner car il est autodidacte. Juste en observant comment Hercule fait, avec le temps, il saura améliorer sa technique. Ainsi, Hercule demande à Charlie « Alors, tu veux m'aider à développer ta gigantification? C'est ça? Hé Charlie, tu dois être fou, tu me... » Demande de t'affronter au corps à corps. Et Charlie répond « Oui, c'est bien ça que je demande. Mais écoute, ne me tue pas, d'accord ?» Alors Hercule lève la main et dit « Ne te tuer? Tu te moques de moi, Charlie. Je vais te montrer un truc. » Alors Hercule fait le shampoing rapidement. Et le simple vide de ce mouvement génère une onde de choc très forte en direction de Charlie. Ça s'étend jusqu'à notre héros. Et du coup, le courageux Charlie, rien qu'en recevant la chaleur de l'onde de choc, recule de 4 pas, car c'était bien plus fort qu'il ne l'avait attendu. Mais alors, Charlie est encore plus surpris, car avec juste la pression de ce coup, on dirait qu'il a été écrasé par un camion de Sekai-sama. Et ainsi, Charlie commence. Le liquide rouge était peu, le liquide rouge était beaucoup, et encore plus. Le sol autour de Charlie ressent également cette pression et commence à se décomposer. Ainsi, Eros regarde les dégâts faits par Charlie, et le sol n'a pas supporté la moindre petite pression de main, encore moins un coup de poing. Et ainsi, Echo s'approche de Charlie et lui dit « Alors, tu vas bien? Tu m'as dit, ne me tue pas, hein? Mais bon, je vais devoir te demander pardon, mais ça, c'est la partie la plus difficile, car tu es vraiment très faible. Et maintenant, on comprend pourquoi Xerxès romain, lors de son combat contre Zeus, a considérablement augmenté ses chances de victoire, car Xerxès est un véritable monstre. Mais Charlie aime cela, car il sait qu'il va bientôt pouvoir développer un pouvoir semblable. » Et ainsi, Charlie crie et fonce sur Hercule, essayant d'améliorer sa gigantification. Et Hercule, se retenant beaucoup, n'utilise presque aucune force pour se battre contre Charlie. Alors, tandis que le coup monstrueux passe au-dessus de Charlie, notre protagoniste se baisse en pendule, essayant d'atteindre Hercule. Et là, il est effrayé, car chacun de ces coups de Hercule est vraiment mortel. Et s'il est touché par l'un d'eux, il sait qu'il est fini. Alors, Charlie, avec une grande brutalité et toute sa force, donne un coup parfaitement placé sur le menton d'Hercule. Il regarde le visage d'Hercule et le voit là, immobile, pensant qu'il a juste ressenti une brise près de lui, car le coup de Charlie n'a rien fait. Et ainsi, il dit à Charlie « Tes yeux me dérangent beaucoup, car tu anticipes mes mouvements et tu évites tous mes coups faibles. Mais Hercule, cette milliseconde... » Il attrape rapidement le bras de Charlie, ce même bras qui a frappé son menton. Ainsi, Hercule donne un petit coup à Charles, en utilisant 0,001 millième de sa force. Cependant, Charles est très en colère et tente de faire un balayage à Hercule, mais les jambes du géant ne bougent même pas. Alors, puisque l'insecte de Charles s'éloigne, Hercule donne un petit coup avec un peu plus de force, utilisant maintenant 12 millièmes de sa force. Ce coup a fait vibrer notre cœur, car Charles n'a même pas eu la force de crier. Alors, beaucoup de liquide rouge commence à sortir de sa bouche, mais le bras refuse de céder et, utilisant toute la force qu'il a, décide de donner un coup direct à Hercule. Toutefois, le vaillant Hercule, utilisant maintenant 3 millièmes de sa force, riposte avec un coup. La scène est très belle à voir, car la force de ces deux gigantifications est vraiment monstrueuse. Ainsi, la gigantification de Charles commence à crier de douleur, car ce coup que lui a infligé Hercule était si fort qu'il a quasiment brisé tous les os de son bras. Pendant que Charles crie de douleur, il réalise qu'Hercule est encore bien supérieur à lui. Alors, avec le bras tout meurtri et tous les os fracturés, il demande à Hercule « Hercule, à quel niveau est ta force? Dis-moi parce que mon niveau est vraiment élevé, mais c'est absurde. Pourquoi es-tu si fort? Qu'est-ce que tu manges ?» Hercule, le regardant, répond « Du poulet et de la patate douce. » Mais Charles tombe en arrière avant d'entendre cette réponse. Alors, Hercule s'approche de lui et réalise que Charles, en posant cette question, était déjà inconscient. Charles, encore inconscient, commence à parler tout seul, disant que ce n'est pas fini et qu'il doit continuer. Hercule réalise que la ténacité de Charles est immense, car même inconscient, il parle de son objectif. Hercule regarde sur le côté et la douce Pandora est déjà arrivée avec la trousse de premier secours pour aider son bien-aimé Charles. Alors, elle dit à Hercule « C'est stupide, tout simplement. » Alors, Hercule répond « Ou alors tu as dit l'inverse, c'est tout simplement stupide, car Pandora est encore en train d'apprendre à parler, après avoir passé un siècle bloqué dans cette cloche. » Elle prend Charles et commence à s'occuper de ses blessures, car s'il y a quelqu'un qui aime Charles, cette femme s'appelle Pandora. Et ainsi, nous avons enfin le début de l'entraînement à la gigantification complète, où les jours passent et l'entraînement devient de plus en plus intense. Ce point plein de blessures ne peut appartenir qu'à Charles, car combattre le monstrueux Hercule est une tâche presque impossible. Mais pendant que cet entraînement se poursuit, le système notifie que la compétence de gigantification a augmenté. Ainsi, pendant que le corps de Charles change, la gigantification monte aussi en niveau. Charles, avec ses yeux de singe, réalise qu'il arrive à atteindre ce qu'il est venu chercher en cet endroit. Une fois de plus, la maîtrise de la gigantification
gigantification est renforcée, mais la vie n'est pas que de l'entraînement. Alors, il s'arrête pour manger un bol de nouilles instantanées. Ce qui est le plus étrange, c'est que l'enceinte autour du feu est en bois. Et quel bois est-ce qui ne prend pas feu? Alors, le professeur Hercule, assis en face de son élève, explique à Charles que la gigantification est liée à l'utilisation des muscles. Charles demande « Quoi? L'utilisation des muscles? Comment ça ?» Hercule répond alors « Il suffit de contracter tes muscles comme ça et bam, c'est réglé. Tu as compris ?» Charles pense « C'est un âne, car c'est sûrement le pire professeur que j'ai jamais eu. » Pendant ce temps, un petit oiseau est attiré par quelque chose de vraiment appétissant. La belle Pandora prend une nouvelle graine pour nourrir cet oiseau. Ainsi, alors que cet entraînement frénétique se poursuit, la belle Pandora continue de nourrir l'oiseau, espérant que tout se termine pour pouvoir s'occuper à nouveau de Charlie, car il est certain qu'il va sortir avec de nombreux os cassés. Mais l'oiseau est idiot et réalise que ces deux-là s'apprêtent à donner un coup qui pourrait tout chambouler ici, alors il s'envole en courant. Ainsi, le vaillant Charlie, avec son corps imbibé du pouvoir de géant, prépare un nouveau coup avec toute sa force pour atteindre Hercule. Il essaie de faire ce que le professeur a dit, il contracte les muscles et bam! Alors, le vaillant Charlie, pour la première fois, est averti par le système que seul ce bras a subi sa gigantification stérilisée. Il est donc pratiquement un homme à un bras. Ça doit être le bras de la main du câlin. Hercule lui dit « Eh bien fou, pourquoi as-tu concentré ta gigantification uniquement sur ce bras? C'est assez intelligent, mais ça va fatiguer ton bras. Ton bras est connecté à l'épaule, et l'épaule est reliée au reste du corps, donc ça va mal tourner à un moment donné. Mais puisque tu ne peux pas maintenir une gigantification complète, au moins une partie de ton corps va être stressée. Charlie répond « Mais ça va être différent cette fois, car maintenant j'ai réussi à maîtriser la gigantification dans ce bras. » Ainsi, le vaillant Charlie, frappant le sol avec force, se prépare à avancer une fois de plus contre Hercule, car maintenant, pour la 27e fois, ce coup va réussir. Et ainsi, le vaillant Charlie franchit le mur du son et fonce à toute vitesse vers Hercule. Cette fois, il va réussir à rayer ce géant avec la traînée laissée par Charlie. C'était plusieurs fois plus rapide que la vitesse du son, car les rochers derrière notre protagoniste sont brisés uniquement par le vide qu'il laisse passer. Ainsi, la scène change pour la nuit chez Hercule. Et voilà le vaillant Charlie tombé au sol, tout cassé, avec la douce Pandora, prenant soin de son bien-aimé, et elle dit « stupide, tout simplement. » Et Charlie lui parle. « Pandora, tu dis encore l'inverse, mais Pandora sait que cet entraînement est une sottise. Un coup et l'autre reçoit. En fait, jusqu'à présent, Charlie n'a pas réussi à lui faire le moindre petit éclat. Ainsi, les jours se passent ainsi. Pandora, l'infirmière, s'occupe de Charlie pendant qu'Hercule, le masseur, essaie de ne pas réduire en bouillie le brave Charles. Alors, pour la première fois, Pandora prononce une phrase complète. Elle dit « Oh, pendant 3 jours, ne te force pas, compris ?» Et Charles lui répond « 3 jours, quoi? Oui, repose-toi. » Pandora apprend encore à parler, et la plupart de ses phrases manquent de connecteurs et de verbes d'état. Puis Pandora se tient devant Hercule, fait un regard fâché et pense « Je crois que cette fois, j'ai vraiment dépassé les limites et que j'ai cassé bien plus d'os qu'auparavant. Mais regarde ici, Pandora, ce sont des hématomes qui apparaissent sur ma main. J'ai frappé. » Son visage au point que ces hématomes sont apparus sur ma main. Ce type a un visage en fer. On dirait qu'il a une mâchoire de baudet. Et Pandora lui dit « Ta main. » Puis elle fait cela. Elle ouvre la trousse de premier secours, mais Hercule lui dit « Non, pas besoin. Non, juste dans 2 heures, ça sera guéri. » Pourtant, elle veut toujours s'occuper d'Hercule, car c'est le gars des chips. Alors Hercule se retourne et commence à s'éloigner en disant qu'il va bien et qu'il n'a pas besoin de ses soins. Alors, en colère, Hercule regarde ses mains, car comment est-ce possible? Ça fait plus de 1000 ans qu'il n'a pas eu un hématome. Même quand il s'est battu contre les géants lors de la gigantomachie, il n'a eu aucune coupure sur son corps. Mais cette fois, en frappant le visage de Charlie, ma main s'est blessée pour la première fois. Et donc, il demande à Pandora. Je me demande, Pandora, est-ce que je suis en train de créer un monstre? Et Pandora dit, quel monstre? Alors, Hercule lui explique, même s'il ne sait pas enseigner la gigantification, il est sûrement en train d'apprendre et d'augmenter sa maîtrise. Donc, Charlie n'est pas la même personne que j'ai presque tué avec le vide de ma main, car maintenant il est beaucoup plus fort qu'avant. Et en considérant le temps qu'il a déjà passé dans la tour, un joueur ordinaire aurait à peine atteint le 10e étage. C'est vraiment incroyable. Pendant ce temps, la magnifique Pandora prête beaucoup d'attention à ce qu'Hercule lui explique. Hercule dit que Charlie est la personne qui grimpe la tour le plus rapidement, et que chaque fois, il se lance dans des défis bien plus grands que les précédents. Et Pandora, regardant la chambre de Charlie, dit « Peur ». Et Hercule, j'ai oublié, j'ai un peu peur. Et la douce Pandora demande « De quoi a-t-il peur ?» Hercule dit qu'il a peur des objectifs de Charlie, car il semble que le mont Olympe et les 3 précieux enfants ne sont que des pierres sur son chemin, qu'il vise beaucoup plus haut. Mais Charlie ne m'a jamais dit pourquoi il fait cela. Et pourquoi il s'entraîne autant? Il ne parle même pas contre ceux qu'il affronte. Et les gestes qu'il fait ne sont pas ceux d'une personne qui cherche juste à devenir plus forte, car il a un objectif. Charlie a beaucoup de pouvoir, mais il ne montre pas la même soif de pouvoir que les autres joueurs. Il semble être bien équilibré, ne laissant pas cette soif de pouvoir dominer son essence. Pendant qu'Hercule dit à Pandora qu'il ne voit pas ce que Charles poursuit, il ouvre la porte et parle avec Hercule. En fait, je me demande aussi ce que je suis en train de poursuivre, mais Pandora
Pandora dit 3 jours, je l'ai déjà dit. Charles dit qu'il se repose et qu'il ne se déplace qu'un peu, car cette fois-ci, seuls mes bras sont blessés, pas mes jambes, donc je peux marcher, tu comprends? Alors, Charles dit à Pandora, celui qui n'avance pas, prends ton ibophone 17, plus ultra, et va appeler cette personne, car attendre ici prend trop de temps. Je vais voir s'il a fini ce que je lui ai demandé. C'est comme ça, mon gars. Charlie appuie sur le nom d'Affection et lui dit, voilà, c'est complet. Et Affection répond, oui, c'est complet. Alors, après avoir reçu ce message, Charlie dit aux deux, hey, je vais devoir descendre au premier étage, d'accord? Je suis parti. Ensuite, la scène change quelques jours plus tard, au premier étage de cette immense tour, et nous voyons que Charlie est déjà arrivé à l'atelier d'Affection pour voir ce qu'il a commandé. Et, étrangement, la porte d'Affection n'a pas de poignée. Et il dit, eh bien, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou? Pourquoi avez-vous fait ça? Et ainsi, nous voyons que ce heurtoir est dans la main d'Hercule, car il a frappé, et tout à coup, ça s'est cassé. Pandora ne peut s'empêcher de penser, stupide, t'es stupide. Mais pour le plaisir de nos abonnés, Charligno apparaît aussi et dit, papa, papa. Mais le regard d'Affection est, le premier est le dieu de la destruction, Hercule, le deuxième est un joueur non conventionnel, totalement bizarre. Et à leur côté se trouve la dame de la ruine, celle qui, rien qu'en passant, laissait des milliers et des milliers de cadavres derrière elle. Et nous avons aussi Charlie, mignon, qui leur dit, eh bien, quelle combinaison c'est ça? Vous voulez détruire, cette tour? Parce que vous êtes trop fort, tu sais? Et Hercule, ce n'est pas la poignée de ma porte. Pourquoi tu as arraché la poignée de ma porte, espèce de cheval? C'est pour tirer délicatement. Charlie explique qu'il a tiré délicatement, mais comme il ne répondait pas, ils ont frappé un peu plus fort et du coup, ça s'est cassé. C'était sans faire exprès, d'accord? Tu connais un forgeron qui peut réparer cette porte? Et Affection, très en colère, se met la main sur le visage et pense, Charlie, je fais cette tête de fini parce que cette chose que tu m'as amenée m'a laissé épuisé et a exigé beaucoup de ma part, car Charlie lui avait dit qu'il avait l'air à bout de nerfs. On dirait que tu es débordé, alors Charlie lui a dit, eh bien, au moins, t'as dormi? Parce que dormir c'est important, tu sais. Il a répondu que non, ce n'était pas si amusant de faire ça, qu'il avait passé des mois et des mois sans dormir. Allez, viens avec moi, il est là-dedans, tu vois? Donc, enragé, Charlie a finalement pu découvrir quelle arme s'était transformée en ces 3 joyaux de l'infini. Et il sait que ces 3 joyaux vont devenir un objet très puissant qui n'a jamais été créé dans cette tour. Pour ajouter un peu de suspense, eh bien, descends lentement cette échelle, car l'endroit où c'est gardé est sous ton atelier. Et il y a beaucoup de runes de contrôle. Et cet endroit irradie une mana si intense qu'on dirait qu'il y a un monstre monumental là-dedans. Mais le brave Charlie s'avance là-dedans, tranquillement, les mains dans les poches. Alors, il demande. C'est une habitude de donner des noms aux objets, mais celui-ci, son nom a été donné automatiquement quand j'ai fini de le construire. Il a dit quel était son nom, j'étais vraiment surpris, car c'était la première fois que cela arrivait. Alors, eh bien, mets la main sur cette barrière très puissante qui bloque une bonne partie du pouvoir de cet objet. Quand le gant sent que la fête approche, il envoie un choc à sa main et repousse celle qui ose s'en approcher. Et c'est alors que la fête dit à Charlie, tu vois ce truc? C'est incroyable. Il ne comprend pas, car juste, après avoir terminé cet objet, il m'a rejeté et ne m'a même pas laissé m'en approcher, car il semble que cet objet a déjà un propriétaire. Charlie ouvre grand les yeux. Quoi? Un objet qui a sa propre volonté? La fête explique à Charlie qu'en atteignant Zeus, il a fait cela en tenant l'éclair de Zeus. Le cristal divin de la mer et le cristal divin des ténèbres sont aussi des objets qu'il contrôlait déjà. Alors Charlie, je pense que cet objet est lié à toi et rejette quiconque essaie de s'en approcher. Donc, toi qui excelles dans la super arme, tu as gagné un autre gant qui a maintenant un joyau dessus, mais ce gant je ne peux même pas le classer. Charlie, est-ce que je pense que tu es le propriétaire? Vas-y, touche-le. S'il te donne un coup de pied et te tue, ça veut dire que tu n'es pas le propriétaire. Mais s'il t'accepte, je pense que tu ne mourras pas. Alors, Charlie, avançant ses mains vers ce gant, demande son nom. Mais en une fraction de seconde, Charlie remarque quelque chose passer et regarde de côté. Alors le gant lui dit, mon nom est Cœur d'Uranus. Et ainsi, le brave Charlie est immédiatement transporté dans une autre dimension. Cette arme, en plus d'être sentiente, lui parle aussi. Alors le brave Charlie marche vers une lumière qu'il voit, car il semble que l'être caché dans ce joyau est juste devant lui. Alors, la personne lui dit, enfin, tu es arrivé. Et Charlie, le brave, reste là, figé et bien admiratif de ce qui se passe. Alors, ce grand œil qui voit tout montre une silhouette humaine qui descend. On dirait que c'est l'être qui était caché à l'intérieur de ces 3 joyaux. Charlie, le brave, est là, figé, effrayé et sans bouger. Puis, Charles dit « Zeus, c'est toi ?» Cet être, mettant sa main sur son visage, répond « Zeus, alors tu veux dire que mon petit-fils est déjà un adulte ?» Ainsi, on nous montre le grand-père de Zeus, qui est pratiquement Zeus, mais avec une autre coiffure. Puisqu'il est venu en premier, c'est Zeus qui lui ressemble. Alors il dit « D'après ce que tu dis, on dirait que mon petit-fils et moi nous ressemblons beaucoup. » Ensuite, on nous montre le classement. Charlie, dans le présent, n'est pas encore classé, mais dans le futur de son retour, il était le 5e plus fort de cette tour, tandis que Zeus est
passé de 9e à 6e. Vous pouvez lire la suite, mais la chose la plus incroyable, c'est Hercule et Materassos, car tous deux ont beaucoup grandi et sont devenus très forts. On nous informe alors qui est Uranus. Il est le père de Cronos, et Cronos est le père de Zeus. Cronos avait dit à Charlie que son père, Uranus, était un tyran qui avait déjà vécu dans cette tour. Uranus était celui qui avait dévoré ses propres frères pour devenir plus fort. Tu connais cette réputation de gagner en force? Il a aussi avalé son oncle, les géants qui étaient enfermés dans le Tartare, tous ont été consommés par Uranus. Mais chaque fois qu'il faisait cela, il devenait beaucoup plus fort. Cronos explique qu'il a dû se battre pour survivre, car son père voulait le consommer. Et, pour lutter contre son père, Cronos a appelé Odin le Gad, vu dans les Védas. Il a également rassemblé tous les hauts classements des temps anciens pour avoir une chance de 10% contre Uranus, car ce tyran devait être renversé, même s'il était son père. La scène change pour le passé, et ils poursuivent leur conversation. Cronos dit « Charlie, tu me demandes si j'ai gagné? À la fin, nous avons gagné. La moitié des hauts classements qui nous ont rejoints ont été complètement anéantis par mon père. Ce petit n'a même pas pu s'approcher, car il est beaucoup trop faible par rapport aux autres hauts classements. Oh Charlie, savais-tu que mon père était le pire être de cette tour et le plus fort de tous? Dans le classement de pouvoir de la tour, mon père était depuis des années numéro 1. Il était sans aucun doute le véritable ciel de l'Olympe. Alors, on nous montre Uranus dans toute sa splendeur, montrant tout son charisme. Charlie, revenant au présent, regardant cet être, demande directement « Hé, tu es Uranus ?» Mais avant de répondre, il dit à Charlie « C'est la première fois que tu me vois, non? Mais regarde, je t'ai déjà vu maintes et maintes fois, mais comme tu as vu mon petit-fils et que je lui ressemble, je suppose que je ne suis pas totalement étranger pour toi. » Eh bien, à ce moment-là, Uranus invoque 2 fauteuils pour qu'il s'assoie. Charlie est très surpris, car ces 2 meubles sont apparus de nulle part. Uranus lui dit que Charlie est un invité et lui demande de se sentir à l'aise. Uranus demande à Charlie s'il trouve drôle la situation de faire apparaître ces objets de nulle part. Ce n'est pas grand-chose. Uranus se décrit comme un vieux homme coincé dans un petit espace, c'est tout. Mais Charlie sait qui est Uranus, et qu'il n'est pas juste un vieux homme prisonnier d'un espace. Il est l'être le plus puissant de cette tour, et il est juste devant lui. Charlie, en sueur et un peu inquiet, fait un examen complet d'Uranus, car il est dans un état où il n'y a même pas le moindre signal Wi-Fi. Charlie remarque qu'Uranus est assis, les jambes croisées, en train de boire un thé de EPA. Il semble être très détendu, et Charlie remarque aussi qu'Uranus ne semble pas hostile. Alors, Charlie engage la conversation avec lui. Uranus cesse de boire son thé, regarde devant lui et répond « Pourquoi m'as-tu appelé ?» Charlie demande s'il connaît Cronos. Uranus répond « Cronos, Cronos, Cronos ». Charlie, très astucieux, sait que Cronos a utilisé sa vie et son existence pour pouvoir revenir dans le temps, et que si l'existence de Cronos a été totalement effacé, Uranus ne se souviendra sûrement pas de lui, car dans le monde actuel, Cronos n'existe pas et n'existera jamais. Alors, Charlie se souvient d'avoir demandé à Cronos « Vas-tu cesser d'exister ?» Cronos a répondu qu'il ne savait pas, et qu'il ne savait pas non plus si, en existant d'une certaine manière, il allait s'en préoccuper. Charlie a posé cette question directement à Uranus, car il sait que c'est Cronos qui a rassemblé tous les autres hauts rangs pour renverser son père. Pour cette raison, il croit qu'il est impossible qu'Uranus oublie son fils, mais Uranus ne répond pas et dit « Tu t'es pas mal débrouillé pour rassembler tous les fragments, hein? Et je vais être sincère, je pensais que tu n'y arriverais pas. » Charlie, dans ses pensées, réalise qu'à la réponse d'Uranus, comme il le soupçonnait, Cronos a été effacé de l'existence. Même Uranus, qui a été renversé par son fils, ne connaît pas son existence. Alors, Charlie, montrant la lune à Uranus, dit « J'ai entendu dire que c'était ton cœur, est-ce vrai ?» Uranus répond « Eh bien, ça se trouvait dans ma poitrine et ça pompait du sang. C'est assez semblable à mon cœur. » Charlie demande « Semblable à quoi? Dis-le-moi clairement, je ne comprends rien. » Uranus lève, sa main commence à rayonner un pouvoir et dit « Eh bien, ça c'était mon tout, et je vivais pour ça. » Alors, on nous montre que le cœur d'Uranus flotte au-dessus de sa main. Il dit à Charlie qu'il vivait pour ce cœur et que, pour cela, il a dévoré ses propres frères et désirait encore plus de pouvoir, car la cupidité qui vient de cet objet est vraiment inconfortable. Mais peu à peu, tout en poursuivant plus de pouvoir, sans s'en rendre compte, je suis devenu un monstre. J'ai tué tout ce qui se trouvait devant moi, et Charlie demande à Urano « Mais que veux-tu dire par tout ça ?» Urano dit à Charlie de faire attention à ne pas devenir un monstre et à ne pas se laisser contrôler par cet objet. Quiconque possède un être de pouvoir, et cet objet en main devient rapidement un monstre. Alors il dit « Hé Charlie, tu veux essayer? Mets donc ce gant et tu verras ce qui va se passer. » Bravo, Charlie enfile ce gant. Le cœur d'Urano ne ressent rien, mais le système avertit bientôt « Tu as acquis le cœur d'Urano. » En faisant cela, le pouvoir contenu
dans ce gant commence à se libérer pour Charlie. Ensuite, le système dit à Charlie, tu as aussi acquis le désir d'Urano. Charlie devient pensif, car qu'est-ce que ce désir d'Urano? Il réalise que ce sentiment lui est familier, mais un peu différent. Bien que ce sentiment soit instable, il est trop mal fait pour être l'œuvre de Kaustolo. Ce sentiment ressemble à un enfant qui est devenu fort du jour au lendemain et ne sait pas quoi faire avec tout ce pouvoir. Alors, en voyant cet être qui ressemble à un externe, qui est le désir d'Urano, il demande à Urano si c'est le monstre dont il a parlé. Cependant, quelqu'un du monde de Charlie s'enfuit en criant « Papa! Papa !» Ainsi, le prédateur se révèle à cet endroit, car Charlie vient de voir une proie très délicieuse. Le prédateur s'active, et ainsi un affrontement de dieux se déroule sur place. Le prédateur de Charlie, le désir d'Urano, « Papa! Papa !» Et ici en bas, ça continue. Urano, voyant cela, est très surpris et dit à Charlie « Eh bien, tu étais sous la protection de cette chose, qu'est-ce que tu as de si spécial là, hein? Papa! Papa !» Urano, regardant le dévoreur faire face à cet être, dit à Charlie « Je pense que je me suis inquiété pour rien. » Alors Charlie demande à Urano ce que ce gamin faisait à me protéger. Et Urano lui répond « Gamin, cet être ?» Gigantesque te semble petit? Ça en dit long sur ce que sont les petits. Urano commence à rire de lui. Le système avertit alors que Maple a monté de niveau. Vous savez que Maple, c'est Charligno. Alors Charligno a encore monté de niveau. Et voilà, prédateur de prédateur, dévorant tout. Car ce désir d'Urano qu'il a contrôlé jusqu'au plus haut rang de cette tour n'est rien de plus qu'un aliment pour notre Charlie. Il continue à monter de niveau, dévorant tout ce qui se trouve devant lui. Le Minioni, les capacités de Charlie atteignent le niveau 8 et son taux de croissance augmente à 9%. Alors, le formidable Charlie gagne 2 de mana de plus, et à ce niveau où il gagne 2 de mana, c'est énorme. Et ainsi, Charligno, l'ex-Mozovo, a vaincu et dévoré le désir d'Urano, car ce prétendu dieu extérieur a été dévoré par le prédateur. Alors, Charlie demande à Uranus, « Eh bien, pour moi, il semble petit. Comment est-ce qu'il te paraît ?» Uranus se lève et marche vers Charlie. Charlie devient tout de suite vigilant, car s'il pouvait être extrêmement puissant, il s'approche de lui. Sans dire un mot, Uranus, alors qu'il commence à disparaître, dit à Charlie qu'ils se retrouveront bientôt. Charlie écarquille les yeux et quelqu'un lui parle. « Hé, Charlie, réveille-toi !» Ainsi, nous pouvons voir que Charlie est resté là, hébété, dans cette dimension. Pendant ce temps, Pandora est devant lui, disant « Hé, réveille-toi, Charlie. » Alors, réalisant que Charlie a cligné des yeux, elle lui dit « Hé, Charlie, ça va ?» Charlie, réalisant l'approche de Pandora à nouveau, répond que oui, il va bien. Ensuite, le système nous informe que Charlie a acquis le cœur d'Uranus, forgé en dévorant d'innombrables autres classements, et fournit la capacité de profiter du pouvoir stocké dans son cœur. Charlie regarde et pense « Quelle description courte, ça n'explique rien. » Charlie sait qu'il y a 2 explications à cela. Soit cet objet est insignifiant, soit le système a du mal à décrire ses effets avec précision. Mais ce n'est sûrement pas le premier cas, car cet objet n'est pas insignifiant. Charlie se rappelle que la gang d'Odin venait également avec cette description, et que cet objet peut être comparé à cette arme. Charlie sait que cet objet est beaucoup plus puissant que ça. Alors, tout en réfléchissant au type d'énergie que cet objet pourrait mûrir, Charlie pense à tester à quel point il est fort, et, ainsi, il regarde devant lui et dit « J'ai trouvé comment je vais tester ça ». Hercule pense que Charlie le regarde un peu différemment, mais Charlie pense qu'il est temps de tester son coup de poing. Alors, la scène change pour le 30e ou 34, où se trouve la maison d'Hercule. Maintenant, 2 personnes mangent. Les pommes de terre achetées par Hercule, car la fête de Pandora les rend accros à ses petites patates. Alors, Hercule, se tapant la poitrine, dit à Charlie « Hé, Charlie, ne t'inquiète pas pour moi. Tu peux frapper ici aussi fort que tu veux. Personne ne m'a jamais égratigné. Donc, concentre-toi sur ton bras, car si tu frappes trop fort, tu vas sûrement le casser à nouveau. Et une autre chose, peu importe à quel point tu frappes fort, je peux encaisser. » Hercule a dit à Charlie que personne ne lui avait jamais fait de mal. Charlie le sait très bien et dit qu'Hercule a un corps si fort que même en y mettant toute sa force, il n'a pu lui faire aucun dommage. Et ainsi, Charlie, qui porte les gants invisibles d'Uranus, sait à quel point le temps qu'il a passé à s'entraîner avec Hercule a été précieux. On ne peut pas vraiment appeler ça un entraînement, mais pendant que le Héraclès frappait, il prenait aussi des coups. Donc, il a principalement reçu plusieurs corrections par jour. Ainsi, nous apprenons que Charlie s'est battu contre Héraclès pendant tout un mois, mais durant ce temps, il n'a même pas réussi à lui faire une égratignure, car la marque qui est apparue sur la main d'Héraclès, il ne l'a pas non plus montrée à Charlie. Et c'était le dernier jour. Alors, Charlie, avec son nouveau hack, prépare maintenant un autre coup sévère. Le système l'avise rapidement qu'il utilise le cœur d'Uranus et que la bénédiction de la mère commence à imprégner le corps de Charlie. Ainsi, le Tartare est aussi invoqué, car le cœur d'Uranus est une arme dotée de nombreux hacks. Charlie remarque que même le nom de sa capacité a changé et il réalise que ce qui l'entoure, c'est cette mer profonde qu'il a engloutie lorsqu'il était au 42e étage. Alors, le système a informé Charlie que, à cause de ce pouvoir très
très puissant, une condition normale vient juste d'affecter son corps. Ainsi, une corrosion débute. Charlie, sadomasochiste, réalise que cette douleur est supportable et même plutôt agréable. Cependant, la condition normale passe au deuxième stade et la corrosion augmente encore. Charlie constate que la douleur a doublé, mais il peut supporter un peu plus. Alors, le brave se concentre totalement sur l'extraction de encore plus de pouvoir de cette arme, endurant la plus grande douleur de sa vie. Il s'élance à toute vitesse vers Héraclès et porte un coup très fort sur son torse, essayant de voir quel était l'effet de cette arme. Héraclès, le brave, reste là, sans reculer d'un centimètre, tenant avec son grand corps toute la force de cette attaque. Cependant, ce n'était pas qu'une attaque physique, c'était aussi nourrissante et spirituelle. Alors, une gigantesque vague de pouvoir jaillit immédiatement de ce gant et frappe le torse d'Héraclès. Tenant cette vague de pouvoir, cela semble comme un mur infranchissable. Ce coup était si fort qu'on doit le voir à des dizaines de kilomètres à la ronde. Festa, au rang de cette tour, couvre son visage et se met devant Pandora, se demandant si c'est là le pouvoir d'Uranus. Pandora, comme toujours, reste immobile, ne faisant rien, car, si vous ne le savez pas, elle fait aussi partie des hauts rangs de cette tour et est une femme très forte. Festa pensait avoir créé le plus grand chef-d'œuvre de sa vie, mais ce pouvoir est bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Festa est très surpris, car la quantité de pouvoir que cet objet a libéré était bien plus grande que tout ce qu'il avait déjà vu dans cette tour. Et pourtant, ce monstre est toujours debout et a bloqué cette attaque. Alors, Festa réalise, les monstres sont partout, car Charlie est un monstre, mais Héraclès semble un monstre inquiet. Héraclès pense qu'il a donné tout ce qu'il avait pour bloquer cette attaque, mais il a déjà été montré que cette attaque c'était bien plus fort que ce à quoi Héraclès s'attendait, car en plus de lui donner un grand coup, cela lui a aussi laissé une marque sur la poitrine, en lui faisant perdre beaucoup de liquide rouge. Alors, Héraclès regarde ce monstre devant lui et se demande comment le diable Charlie a pu faire ça, car personne dans cette tour ne l'avait blessé. Mais maintenant, Charlie, en plus de blessé, a réussi à lui tirer son liquide rouge. Ainsi, nous pouvons voir le pouvoir de dieu Ouranos, l'être le plus fort de cette tour. Et maintenant, notre Charlie a enfin un pouvoir qui peut atteindre les plus hauts rangs de cette tour, car les joyaux de l'infini sont redevenus une seule arme, le cœur d'Ouranos. La scène change pour montrer quelqu'un tout enroulé de bandages et se plaignant. Il dit « Tu ne peux pas laisser une seule blessure tranquille, hein? Tu as étudié la médecine, ou, hein? Et d'ailleurs, tu es très doué avec les bandages et les médicaments, tu le sais ?» Et ainsi, il nous est montré que cette fois, la personne blessée est Héraclès. Pour la première fois en millénaire, quelqu'un lui a donné un coup si fort qu'il lui a même fait perdre son liquide rouge. L'infirmière Pandore dit qu'elle a déjà fait assez pour qu'il se repose, alors elle regarde l'endroit blessé derrière elle. Héraclès demande à Charlie « Hé, ça va ?» Charlie, montrant son biceps, dit qu'il ne va pas bien, mais qu'il ne va pas mourir pour ça. Et donc, il nous est montré que le brave Charlie a tous les doigts de sa main cassés, car frappé de toutes ses forces la poitrine d'Héraclès a révélé que le corps de notre héros n'est pas aussi résistant que celui du champion de l'Olympe. Ainsi, Charlie a la main en compote, mais c'est la main de l'affection. Charlie réalise que cette fois, la guérison de ses blessures ne se fait pas très rapidement. Mais quand il a frappé la poitrine d'Héraclès, beaucoup de mana sombre s'est mélangé à ses blessures, ce qui retarde énormément sa guérison. Mais il sait que c'est la même chose pour Héraclès. Alors, Héraclès lui dit « Charlie, ce pouvoir ressemble même à un poison, car mon corps, qui cicatrise en quelques minutes, n'arrive plus à le faire. Quelle substance toxique es-tu allé chercher, hein? Quel pouvoir monstrueux est-ce » Mais Charlie répond que ce poison est justement ce qu'il faut, et qu'il est bon pour le corps. Alors Héraclès lui dit « Charlie, je sais que quand tu as utilisé cette arme, elle a rongé ton corps de l'intérieur. Malgré cela, tu envisages d'utiliser cette arme ?» Charlie, prenant une petite chique dans sa main, répond à Héraclès qu'on ne gagne rien sans prendre de risques. Alors Charlie dit qu'il va prendre des risques, mais qu'il l'utilisera avec modération, car s'il se met à utiliser cette arme tout le temps, elle finira sûrement par le tuer. Je l'utiliserai seulement dans des moments cruciaux. Héraclès réalise juste que Charlie est fou et qu'il est totalement motivé. Il ne dit rien de plus. Je continue d'observer Charlie, qui attire toujours à lui les choses les plus étranges et inhabituelles de cette tour. Et le petit Charlie est là, appréciant vraiment d'être caressé sur la tête. Hercule sait que cette créature entre les mains de Charlie ne peut même pas être qualifiée de bête divine. Cet être est si puissant et possède un pouvoir jamais vu dans cette tour auparavant. Ainsi, on peut constater qu'Hercule lui-même a peur de Charlie et réalise que le redoutable Charlie est très précieux pour gérer cette créature qui est bien plus forte que lui. Alors, comme tout le monde est sain et sauf et n'est pas mort, profitons-en pour nous reposer et attendre que les blessures guérissent lentement. Le lendemain, la carriole de feu vient d'arriver à cet endroit. Et c'est ainsi que, lorsque la fête a eu lieu avec eux au
33e étage, l'Uber est devenu fou et a jeté tout le monde hors de la carriole. Il leur a dit « Eh bien, à la prochaine, d'accord? Je m'en vais et je n'ai rien d'autre à dire. » Ensuite, cet Uber agacé a dit que s'il lui donnait moins de 5 étoiles la prochaine fois, il tuerait tout le monde. Charlie savait déjà que cela allait arriver. Car le vieux est festif et fait toujours ça au moment des adieux. Il renvoie tout le monde et trace sa route car il n'aime pas les adieux. Charlie s'est mis d'accord avec Hercule pour qu'il monte la tour et le dépose au 38e étage. Pendant ce temps, Charlie a dit qu'il réussirait à monter. Et ainsi, Hercule dit à Charlie « Et Charlie, dis-moi, as-tu déjà obtenu l'objet que tu voulais? Et ta gigantification a-t-elle mûri? Donc, ça veut dire que rien ne va te retenir ici en bas, n'est-ce pas? Tu vas retourner à la montée de la tour, n'est-ce pas? » Charlie a répondu que oui, qu'il allait partir d'ici maintenant et continuer à monter la tour. Cependant, une magnifique créature, en entendant qu'il s'en allait, a pris le pan de sa chemise, l'a saisi fermement et ne le lâche pas. Ainsi, la sorcière Pandora lui demande « Charlie s'en va ?» Charlie a répondu que oui, mais il se souvient de ce qu'Hercule lui a dit, que quand il aura du temps, il doit passer ici pour voir. Pandora, ou lui, ou le petit qui reste collé à lui, car ils sont son remède et cette femme a besoin de toi, Charlie. Alors, Charlie se dit qu'il doit dire quelque chose pour l'encourager et dit alors « Eh Pandora, de temps en temps, je viendrai te rendre visite ici au 38, mais cela peut prendre un certain temps, mais je viendrai te voir. » Et la belle, en entendant cela, ne dit plus rien et fixe l'homme qu'elle a commencé à aimer. On dirait un couple. Pandora fait ses adieux à Charlie et lui dit de bien prendre soin de lui. Ensuite, Charlie, avec une autre carriole du soleil, dit à Hercule et Pandora qu'ils doivent partir pour le 38e étage. Pendant que le chuchoteur Charlie conduisait cette carriole, il demande à Hercule ce qui est arrivé à son frère Apollon, car il a entendu dire qu'il avait disparu bien avant leur combat contre Zeus. Hercule dit que son grand-oncle est entré dans le donjon du temple de Zeus, a libéré ses deux frères qui étaient emprisonnés là-bas, et le croisé a dit que les libérer était plutôt facile, car il est arrivé là-bas et a dit « Je suis maintenant le nouveau propriétaire de cette prison, d'accord? Alors, laissez mes neveux sortir. » Et quand ils ont été libérés de prison, ça me semblait plutôt bien. Cependant, Apollon a l'air d'avoir beaucoup souffert à cause de son père, et il était encore très blessé, car tous les deux ont lutté seuls contre Zeus et ont perdu. La Croix dit que sa situation était déjà désespérée, car ils ont combattu pour sa vie, et s'ils n'avaient pas tout donné, il serait certainement déjà mort. Alors la Croix lui demande « Hé Charlie, tu as l'air d'une personne sans cœur, mais ce qui est étrange, c'est que tu t'inquiètes toujours pour les autres. Ces deux frères ne sont pas des gens pour qui tu devrais t'inquiéter, car ils sont vraiment forts. Ils sont entrés dans la tour bien avant toi et ont gravi jusqu'au sommet. Combattre leurs parents ne va pas les briser aussi facilement. Alors Charlie, n'essaie pas de porter ce fardeau tout seul, d'accord? Et en plus, tu attends quoi pour partir avec cette charrette? On y va. » Charlie réalise qu'Hercule est un véritable ami qui essaie toujours d'alléger son fardeau, montrant que les amis se soucient toujours les uns des autres. En pensant à ça, le brave Charles sourit, car son grand ami Hercule n'a pas changé. Il est exactement comme il l'a connu dans le futur. C'est comme ce que tu lui as dit. « Hé Charlie, arrête de délirer, dépêche-toi !» Alors, Charlie prend les rênes de ce cheval et sort enfin de cet étage de la tour en direction du 38e étage. Car maintenant, à cette nouvelle étape de notre histoire, tout est enfin sur le point de recommencer. Et ainsi, la scène change quelque temps après au 44e étage où il y a sur le sol beaucoup de liquide rouge, ketchup et sauce soja, car des viscères et des artères ont été déchirés à cet endroit. Alors, un peu plus loin, mais toujours à cet étage, il y a eu secret et beaucoup de morts. Et alors, quelques jours après, toujours au 44e étage, un groupe de personnes se plaint, car ça fait un certain temps que ce type est ici, se baladant partout et nous causant beaucoup de problèmes. Mais hey, si nous réussissons à le tuer, la récompense est vraiment bonne. Nous n'aurons plus jamais à nous soucier des points, car nous serons millionnaires. Mais alors, tandis qu'une grande explosion se produit, des lames ensanglantées sont projetées loin de cette explosion. Alors, la personne dit « Hé, vous cherchez quelque chose? Venez par ici !» Mais ensuite, la scène se répète. Des gens sont tués et du liquide rouge est à nouveau répandu sur le sol du 44e étage. Mais étrangement, ce n'est pas notre Charlie. Ce sont juste deux personnes qui frappent à la troisième. Et l'un dit à l'autre « Vas-y, vide les poches de ce salopard. » Alors, pendant que tout le monde au 44e étage cherche Charlie, il tue toutes les personnes qui ne font pas partie de leur bande et volent de même leur crédit. Un troisième passant demande « Hé, tuer n'est-il pas illégal à cet étage? » Non, car dans tous les étages, il est illégal de tuer les joueurs de la manière dont ils tuent ici. On aurait presque l'impression que ce n'est pas illégal, mais celui qui tue toutes ces personnes dit que dans cet étage, ils ont le soutien des 3 enfants précieux, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ainsi, on nous montre que c'est le Materasso qui est derrière tout ce massacre, car il essaie d'attirer Charlie sans succès. Sachant qu'il est à cet étage, il ne cesse sa chasse pour aucun jour. Le groupe que le Materasso a rassemblé est composé de tous les criminels perdus et joueurs qui n'ont pas pu entrer dans une guilde, même ceux qui ont abandonné l'ascension de la tour. Tous ces exclus font partie de la bande du Materasso, car la plupart d'entre eux sont affamés, sans argent et sans pouvoir. N'étant dans la bande, ils peuvent obtenir ce qu'ils désirent, c'est-à-dire
c'est-à-dire de l'argent. Se sentant comme des criminels et des parias, ils ont un seul objectif, faire plaisir aux 3 enfants précieux en espérant obtenir d'eux un quelconque avantage. Ainsi, la stratégie du Materasso est de disperser toute sa bande à l'étage 44 et d'empêcher Charlie de monter au 45. Alors, un individu anonyme envoie un message. « Oh, Charlie est apparu ici, il est trop près, il porte le miroir Yatta, alors viens rapidement !» Nous voyons alors que l'un des 3 trésors sacrés est porté par Charlie, qui essaie de mener à bien son plan. En s'arrêtant pour se reposer, le brave Charlie se cache dans une maison abandonnée et nous explique qu'il n'a pas été découvert. Il a intentionnellement révélé sa position pour tenter de rassembler tous ses ennemis en un seul endroit et les éliminer. D'un coup, Charlie réalise que la bande du Materasso est composée de dizaines de milliers de personnes. Avec cette masse gigantesque de joueurs criminels, il sait que le Materasso est au courant de tout ce qui se passe dans cet étage. Ce qui surprend Charlie, c'est qu'il pensait que le groupe du Materasso était composé d'à peine 1000 personnes et non de dizaines de milliers. Avant de partir, Odin avait averti Charlie que les forces du Materasso se concentraient à cet étage et que, si possible, il devait en faire quelque chose. Cependant, Charlie va et vient, tuant de nombreux joueurs. La star du spectacle, le Materasso, n'a même pas encore montré le bout de son nez. Alors que Charlie récupère ses forces et mange de la viande séchée, il se rend compte que si le Materasso continue ainsi, lorsqu'il le rencontrera enfin, il sera complètement rétabli et sans aucune fatigue de ses courses. Cependant, Charlie ressent immédiatement une présence. Il écarquille les yeux et une silhouette humaine s'approche rapidement de lui. Charlie se demande quel est le niveau de cette personne qui est venue près de lui sans qu'il s'en aperçoive. Et, voyant cette personne devant lui, sans capuchon, Charlie est sûr que ce n'est pas le Materasso. Alors la personne s'adresse à Charlie. « Que penses-tu que tu fais, hein? Cela fait déjà quelques jours que tu fous le bordel à l'étage 44. Tu cherches à mourir. » Et Charlie, prenant ses mains, l'un de ses 3 yeux sacrés sait que quelque chose ne va pas. Mais alors, cette épée commence à vibrer, montrant qu'elle a une sorte de résonance avec la personne qui s'approche. Ensuite, le système nous informe de qui est apparu à cet endroit. C'est Tsukuyomi, l'une des 3 précieuses enfants. Elle a un rang élevé, numéro 86. Ainsi, elle demande à Charlie « Qu'est-ce que tu crois être en train de faire, le dur ?» Charlie est en train de chasser la matrassa et ne s'attendait pas à ce que Tsukuyomi apparaisse ici. Alors cette belle femme dit « C'est l'épée sacrée, n'est-ce pas ?» Et cela rend Charlie intrigué, car cette femme s'intéresse à l'épée de Susanoo et non à ce miroir. L'épée ne cesse de vibrer en entendant la voix de cette femme. Charlie, regardant l'épée de Susanoo, réalise qu'il y a quelque chose de différent, car ce hacker fou qui ne pense qu'à la chair et à l'atelier, pourquoi agit-il de cette façon devant cette femme? Et donc, Charlie demande à Susanoo « Hé, quel est ton problème? Es-tu content de revoir ton ami après un millénaire ?» Mais Susanoo ne dit rien, il reste silencieux, juste à vibrer son épée. Ensuite, Charlie observe et remarque qu'il n'y a qu'un homme qui le regarde. Alors il en conclut « Cela ne peut être que ça. » Et après avoir analysé cette belle femme, Charlie demande à Susanoo « Alors, tu l'aimes ou pas ?» José, immédiatement, répond « Bien sûr que non, laisse-la parler avec. » Lui, si, je regarde comme elle aime ça. Son bras ne cesse de trembler. Susanoo commence à être en colère et dit « J'ai déjà dit que je ne l'aime pas. » Et le dur lui dit « Ok, qui crois-tu tromper? Je ne t'ai jamais vu agir comme ça. J'ai fréquenté plusieurs femmes à ce niveau. Leur attitude interne et tu n'as pas réagi comme ça. Tu dois sûrement l'aimer. » Mais ce rang automatique ne va pas rester là et avance rapidement vers Charlie, essayant de lui arracher cette épée des mains. Mais Charlie se déplace très vite et retire rapidement cette épée des mains de cette femme sans le laisser faire. L'homme essaie de prendre cette épée, la femme semble fâchée puisqu'elle n'a même pas tenté de frapper Charlie, elle a juste essayé de prendre cette épée. Alors, elle commence à faire monter son aura. Ensuite, le brave Charlie réalise quelque chose. Pour que cette femme essaie juste de prendre l'épée et ne pas se battre contre lui, ce sentiment doit forcément être réciproque, elle doit aussi l'aimer. En réalisant cela, Charlie concocte un plan très rapide et dit « Sugo, mon homme, savais-tu que la matrassa a utilisé le dragon et la forêt sur Orochi pour tuer Susanoo ?» Mais pendant qu'il dit cela, il esquive une autre tentative de sa part d'attraper cette épée. Alors, pendant que Charlie lève cette épée, il lui demande « Je suis ton ami, 2 de tes amis sont des côtés opposés, qui vas-tu choisir ?» Et ainsi, elle répond à Charlie « Tu sais quelque chose sur Susanoo ? Est-ce que Materasso a vraiment tué Susanoo ?» Charlie a dit qu'il ne l'a pas tué directement, mais qu'il a tendu un piège à Susanoo. Dans ce piège, il est mort. Cherchant plus d'explications, elle lui demande « D'accord, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Charlie explique que Materasso est mort face à Yamato dans le combat contre Orochi, il est parti se battre contre ce monstre et il est mort. Et sur cela, qu'elle n'arrivait pas à croire, Charlie continue son explication. Ils avaient convenu, entre Susanoo et Materasso, d'aller ensemble combattre Yamato dans Orochi, mais Materasso n'est jamais apparu, laissant Susanoo se battre seule contre Orochi. Elle dit à Charlie que Susanoo est un maître des combats, mais je ne comprends pas l'acte de lutter contre ce monstre seul, car cela allait lui coûter la vie. Alors elle demande
demande directement à Charlie. Dis-moi, comment peux-tu en être si sûr? Charlie répond, je l'ai vu directement de Susano. Elle rétorque, quoi? En personne. Comment ça? Puisqu'il était mort? Alors Charlie lui répond, eh bien, puisque tu ne me crois pas. Et à ce moment-là, le roi des morts. Charlie agite cette épée et laisse l'âme de Susanoo s'échapper et dit à Tsuki, puisque tu ne me crois pas, demande-le directement à lui-même. Alors à ce même instant, Susanoo apparaît devant Tsuki et elle est effrayée. En voyant et en ressentant l'âme de Susanoo, elle est certaine que c'est lui. Avec une voix tremblante, elle dit, tu es Susanoo, Fou. Latala sourit à Tsuki et dit, hé, pourquoi es-tu si surprise? Tu n'as jamais vu un mort revenir à la vie? Non, mais vous savez, hein, bien sûr qu'il n'est pas revenu à la vie. C'est juste une matérialisation temporaire par Charlie. Tsuki, voyant la réponse de Susanoo, dit, celui-là ressemble bien à lui, car il est aussi idiot que lui. Mais malgré tout, cela fait longtemps que tu as disparu. Susanoo, plongeant ses yeux dans les siens, lui répond, c'est vrai. Soudain, ils entendent un bruit et entourent la maison, car il semble que beaucoup de gens arrivent à cet endroit. Il dit aux deux, on dirait qu'ils ont déjà découvert que je suis caché ici dans cette maison. Alors, Susanoo dit à Tsuki, malheureusement, je pense que notre temps est compté. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour discuter. Il lui dit alors, Tsuki, pose-moi une question, mais pour une réponse certaine, j'ai le temps. Et elle, avec un regard triste, acquiesce et dit, avec la façon dont il s'approche, je pense qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Matarasso est vraiment impliqué dans ta mort. Et Susanoo, l'un des plus grands épéistes de cette tour, la regardant droit dans les yeux, lui dit, oui, elle est sûrement impliquée dans ma mort. Et ainsi, elle, prête pour Charlie, dit, donc il disait la vérité. Il ne t'a pas forcé à dire ça. Charlie réalise qu'elle ne fait pas confiance à Susanoo, car Matarasso est le seul ami vivant qu'il lui reste. Tsukishima dit à Susanoo, quoi, ils sont amis depuis des milliers d'années et ils sont ensemble tout ce temps. Alors pourquoi ferait-il ça avec toi? Susanoo lui dit qu'elle devrait déjà le ressentir aussi. Ce type a beaucoup changé après avoir obtenu la sac à dos. Susanoo lui a expliqué qu'étant amis, il croyait que le destin voulait qu'ils luttent ensemble contre le monstre d'Orochi. Mais, avec le temps, il n'est pas venu. Que faisais-je? J'adore me battre. Alors je suis allé combattre ce monstre tout seul. Le temps passait et il n'arrivait toujours pas. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. J'étais là, combattant ce monstre à 8 têtes tout seul. J'avais déjà coupé une des têtes de ce monstre, alors j'ai sorti mon aboraphone et je l'ai appelé, lui disant que j'avais besoin de lui car le combat devenait très difficile. Il m'a dit, hey, mon Uber n'est pas encore arrivé. Attends juste un petit moment. 1 heure plus tard, je l'ai appelé à nouveau. Il m'a répondu qu'il était aux toilettes car il avait mal au ventre. Ensuite, il a dit que la calèche qu'il avait prise allait dans l'autre direction et qu'il ne l'avait pas vue car il s'était endormi. Le temps passait et finalement il n'est jamais arrivé. Et tu sais comment ça se passe, non? Les 7 autres têtes m'ont tué car ce mec que tu vois là n'est pas celui que nous connaissions avant que j'obtienne cette épée. Mais je pensais que ce n'était qu'un pressentiment car il a toujours été notre ami. Cependant, quand j'étais mortellement blessé, allongé par terre, agonisant, c'est exactement à ce moment-là que ce gars est apparu juste devant moi. Je n'avais plus de force, j'étais mortellement blessé, je ne pouvais même plus bouger. Et tu sais ce qu'il a fait? Il ne m'a pas secouru. Il a juste retourné mon corps et a commencé à chercher mon épée. Et il a fait ça en me regardant dans les yeux. Ses yeux pleins de convoitise, je ne les oublierai jamais, car la seule chose qu'il a cherché là-bas, c'était mon épée. Il a fait le tour, cherchant cette épée, pendant plus d'1 demi-heure, me laissant là, mourant, ne cherchant que mon épée. Et là, j'étais sûr que c'était un piège tendu par lui, mais tu sais, je peux être stupide, mais pas tant que ça, car j'avais caché un des 3 trésors sacrés dans un endroit si secret qu'il ne pourrait jamais le trouver. Je l'avais fait bien avant ce combat, car s'il avait su auparavant que cette épée était cachée, il n'aurait jamais tendu ce piège. Alors, le choix est à toi. Tu peux lui faire confiance ou me faire confiance, mais je ne t'ai pas menti, d'accord? Et Charlie ne me contrôle pas. Et ainsi, Tsuki, en voyant l'amour de sa vie devant elle, reste pensive, réfléchissant à toutes les paroles qu'il vient de prononcer. Mais soudain, des pas s'approchent encore plus et quelqu'un crie « Hé, il est passé par ici !» Alors Susanoo dit à Tsuki « Hé, il est temps que tu partes !» Elle, en accord avec lui, se prépare à quitter cet endroit. Mais avant cela, elle lui fait ses adieux et dit « À plus tard, on se retrouve à nouveau. » Et ainsi, Susanoo, le maître de la boîte de piscine, finit par sourire, car la seule personne qu'il a aimée est juste devant lui. Alors elle lui demande « Hé, on va se revoir. » En attendant, il disparaît dans le brouillard. Mais il lui répond en disant oui, qu'il est sûr qu'ils se reverront. Ainsi, Setsuki commence aussi à utiliser son pouvoir de disparition, et l'un devient paillette rose et retourne dans le royaume des morts, tandis que l'autre devient paillette bleue. Je ne sais pas où elle est allée, si elle est restée là invisible ou si elle est partie ailleurs. Mais tout d'un coup, pouf, ils ont disparu. Alors, Charlie commence à réfléchir. Lorsque cette femme est partie, elle a dit « À bientôt ». Il pense qu'il a gagné une alliée, mais c'est une alliée très puissante. 86 dans le classement de pouvoir de cette tour. Soudain, de nombreuses armes entrent dans cet endroit. Ils disent « Là, je l'ai trouvé. Il est ici. C'est Charlie. » Alors, le héros des héros leur sourit et dit « Quelle chose incroyable. Vous êtes temps. Il est temps que je commence à courir à nouveau, n'est-ce pas? Voyons qui peut me rattraper !» Et ainsi, Charlie en tue plusieurs et s'enfuit de cet endroit.
endroit. Mais vous savez, au moment où ils ont trouvé Charlie, ils ont pris le téléphone et ont appelé leur chef disant « Monsieur Amaterasu, nous l'avons trouvé ». Alors, la matière ne fait que regarder. Charlie qui court devant et derrière lui des milliers d'autres guerriers. Mais cela devient vraiment ennuyeux, car après avoir observé un moment, la matière réalise que Charlie tourne dans les mêmes endroits. Il se demande quel est le but de Charlie et pourquoi il fait cela. On dirait qu'il fait des cercles. Amaterasu est bien en haut d'un arbre, pensant que c'est une stratégie de Charlie. Mais il a cherché partout et n'a trouvé aucune trace des Asgardiens. Ainsi, il se demande si le soutien dont Charlie bénéficiait sur Valhalla était faux. Mais là, en haut de l'arbre, plein de doutes, il fait simplement face à la situation. Amaterasu observe ses hommes et sait qu'il a réussi à rassembler des milliers de joueurs à cet endroit. Cependant, ces joueurs ne sont pas les meilleurs, mais leur nombre est si grand qu'ils ne perdraient pas contre n'importe quelle grande guilde. Alors, Amaterasu serre les poings et commence à invoquer. Une lueur rouge commence à apparaître entre ses doigts et ainsi, une pierre précieuse en jade nous est présentée. Apparemment la troisième arme donnée aux 3 enfants précieux et appartenant à Amaterasu. Enfin, Amaterasu semble prêt pour le combat. Le système informe que le pouvoir de cette pierre a été activé et les attributs de tous ceux dans cette zone augmentent de 15%, tandis que les attributs des ennemis sont réduits de 15%. Cependant, pour les alliés, la résistance augmente de 90% et pour les ennemis, elle est réduite de 1000%. Le statut de confusion est également activé, mais pour les alliés, c'est le statut de désert qui est activé. En résumé, Charlie a reçu un buff et tous les autres joueurs ont également été buffés et ont encore obtenu un avantage. C'est le pouvoir de cette pierre précieuse. Et ainsi, tous les subordonnés commencent à crier car ils réalisent qu'un des 3 yeux sacrés a été activé sur eux. Alors, c'est sûr, les précieux enfants sont là. Ils sont euphorisés car ils sont à leur maximum d'excitation. Charlie active ses yeux de singe et les yeux gris résistent à l'affaiblissement causé par ce bijou. Mais Charlie a aussi plusieurs hacks et le prédateur, qui est Charligno, résiste également aux effets de ce bijou. Le cœur d'Uranus résiste aussi à ces effets. Tout, le monde s'est regroupé et a tenu bon, si bien que la résistance a réussi. Charlie est libre de tous les affaiblissements qu'il a subis et ainsi, il sort son épée. Pendant ce temps, tous ses ennemis fous de combat avancent en moto-bézek vers Charlie. Cependant, Charlie, le brave, tranche si rapidement qu'il n'a même pas le temps de fermer la bouche. Ainsi, le carnage s'installe à cet endroit. Mais vous savez quoi? Charlie utilise l'un des 3 trésors sacrés. Et que fait-elle? Elle boit du sang. Plus elle boit de sang, plus elle absorbe de mana de l'ennemi. Et après avoir absorbé de la mana, elle continue de boire du sang et augmente encore plus la force de son possesseur. Donc, elle continue à boire du sang et à accroître la force de Charlie. Mais là, vous allez penser, waouh, quelle arme géniale. Elle boit le sang des ennemis. Non, elle boit le sang de Charlie, pas des ennemis. Étant une épée magique, elle draine la force de son possesseur, mais lui donne une force incommensurable. Alors, Charlie esquisse un sourire et commence à penser des bêtises. Il pense ainsi, eh bien, je n'ai jamais été sucé avant, mais en fait, c'est agréable. J'aime être sucé. En entendant cela, il a même cette petite tête ici. Quoi, sucé? Je ne comprends rien. Quel type fou. Ce vierge, c'est de la folie. L'arme lui pompe son sang et il aime ça. Mais Charlie fait ça exprès, utilisant l'un de ses 3 yeux sacrés pour attirer l'attention d'Amaterasu, car il est évident qu'il se cache ici, observant le déroulement de cette bataille. Mais cela ne ressemble pas à une bataille. C'est un massacre unilatéral de la part de Charlie. Charlie prend son temps et pense, je sais, je vais le forcer à sortir, car j'ai le miroir, qui est l'un de ses 3 autres trésors sacrés, et le deuxième est cette épée que j'ai dans ma main. Puis Charlie, à ce moment-là, ouvre son inventaire et sort son épée de mitre, couverte du pouvoir du bijou des ténèbres. Après avoir récupéré cette épée de son inventaire, il fait tourner l'autre épée dans sa main et l'enfonce avec force dans le sol. Cette épée commence à être aspirée par le sol. Tout le monde autour se demande, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi cette épée a disparu dans le sol? Il est en train de s'en débarrasser. Allez, essaie de récupérer cette épée vite. Alors, finalement, la matière pousse un grand cri. Oh Charlie, qu'est-ce que tu crois que tu fais? Et ainsi, il atterrit comme une météorite sur le champ de bataille au-dessus de cette épée. Ah, alors il regarde à droite et à gauche. Et il ne voit rien et demande « Oh Charlie, où as-tu envoyé la croix? Nag, je veux cette épée. » Et le courageux Charlie se dit « Ouais, je pensais qu'il allait être en colère, mais pas à ce point-là au point de venir ici. » Tous ses subordonnés réalisent que le Materasso est à cet endroit et le saluent. Ainsi, le système nous informe que le Materasso est en train de subir une pénalité, car c'est un haut gradé et il attaque le joueur. Après l'arrivée du Materasso, faisant tout ce bruit, Charlie lui dit que l'épée avec Sanagi n'a pas disparu. Elle est simplement revenue à son endroit. Le Materasso, très en colère, ordonne
ordonne à Charlie d'arrêter ses bêtises, disant que ce serait à lui de renoncer à la fois à l'épée avec Sanagi et au miroir, et acte dans le Kagami. Il dit à Charlie de renoncer tout de suite et de rester tranquille, car c'est la seule façon de sortir vivant d'ici. Il demande à Charlie de lui remettre les deux maintenant, car il va faire comme si rien de tout cela ne s'était passé. Donc, il reste là à attendre que Charles abandonne tout et lui remette l'épée et le miroir, pensant que le brave des braves a très peur de lui. Charles commence à rire de lui et dit « Comment ça, tu vas tout oublier et faire comme si rien ne s'était passé? Tu te moques de moi? Alors prends ça, enfouis-le dans ton orifice rugueux, parce que je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Tu crois que je suis assez idiot pour croire que tu vas me laisser partir après avoir tué des milliers de tes subordonnés? » À ce moment-là, le Materasso, furieux, s'écrie « Boule de feu qui tue tout !» Avant de dire adieu, il lance cette boule de feu sur Charlie. Et comme il y a de la musique, cette boule de feu provoque une énorme explosion à l'endroit de notre héros. Mais le Materasso est très surpris en voyant quelque chose passer au-dessus de lui à très haute vitesse, car il était certain d'avoir détruit Charlie. Peu de temps après, il repère ce qui a filé à toute vitesse, car il y a une personne perchée sur un arbre. C'est notre brave Charlie, tenant le miroir. Grâce au hack, toute attaque que tu lanceras sur ce miroir est renvoyée contre toi. Alors Charlie vise le miroir et guide la réflexion de tout ce dommage en plusieurs boules de feu plus petites, toutes dirigées vers le sous-marin de Materasso. Le Laterasso ne peut même rien faire, car là où tombaient ces boules de feu, ses subordonnés subissaient une mort instantanée. Et ainsi, la carnage s'installe, car le miroir et acte dans le Kagami lancent leurs attaques. Cela ressemble même à un mystère, car ils figent chaque cible et les touchent sans erreur, même s'ils sont en mouvement. Mais Charlie est le gars de Zack et il ne va pas se contenter de simplement réfléchir les dégâts, alors il invoque un éclair, parce que si on doit frapper, autant frapper jusqu'à ce que l'ennemi perde toute envie de se battre. Ainsi, un grand éclair frappe le sol, précisément à l'endroit où le Materasso se tenait, et le Materasso devient très en colère et s'adresse alors à Charlie. Comment oses-tu? Tu as brûlé mes cheveux. Maintenant, je vais te montrer pourquoi je suis le rang supérieur de cette tour. Et ainsi, le bois émet un grand cri de fureur et des flammes, provoquées par ta magie, couvrent tout ce champ de bataille. Tout commence à devenir très chaud. Cependant, la bénédiction de l'océan entoure le corps de Charlie et le protège. Charlie réalise que le bois est en train d'invoquer un démon. Et, au regard de l'immense puissance qu'il dégage, cela semble bien pire que le premier démon que Charlie a affronté dans le tutoriel. Alors, Charlie lui dit « Hé, si ce mec apparaît ici, tous tes petits copains restés en vie vont finir incinérés, non? Tu ne tiens pas à tes compagnons? Cependant, la pénalité de la tour qu'il subit est très faible, donc ça ne le chatouille même pas. » Ensuite, nous voyons qu'un grand démon de feu est apparu à cet endroit et il semble bien plus fort, bien plus chaud que Surt. Et ainsi, l'idiot prend les devants, fait la même proposition et dit à Charlie « Si tu ne veux pas mourir, rends maintenant l'épée. » Et Charlie, en colère, lui répond « Tu ne parles même pas de ça. Viens, essaie de me l'arracher si tu en es capable. Et ne fais pas comme la dernière fois où, pour obtenir ce qu'il voulait, tu as même utilisé tes amis. » Charlie, sans comprendre, demande de quoi il parle. Soudain, la main de Charlie sur son petit camarade, un être colossal apparaît à cet endroit. Et le démon, en voyant cette apparition, est tellement surpris qu'il n'arrive même pas à bouger. Mais alors, l'être colossal attrape sa queue et repousse doucement le démon. Cet être est si puissant que même la hauteur du démon semble minuscule face à lui. Ainsi, ce démon est projeté en arrière plus vite qu'une météorite. La poussière commence à retomber et l'être que Charlie a invoqué apparaît complètement à cet endroit. Alors, le système nous informe que le grand Yamato du Orochi vient de se réveiller de son sommeil. Alors, nous voyons 1, 2, 3, 4 têtes. Et ensuite apparaissent 2 autres têtes, 5, 6. Et Charlie réalise que c'était la stratégie que Jean lui avait donnée avant sa régénération. Alors, le courageux Charlie tue la 7e tête du dragon. Dans Orochi, il se rappelle que Jean lui avait dit qu'il ne devait pas permettre aux criminels du 44e étage de s'unir en une seule force, car cela serait très tragique pour la tour que Charlie pourrait utiliser. Et il la tue dans Orochi pour pouvoir les éliminer. Je ne sais pas comment Charlie a réussi à invoquer cette chose légendaire, car il avait dit que la Yamato d'Orochi était en sommeil à cet étage. Mais cela surprend beaucoup Charlie. Pourquoi ce dragon obéit-il à ses ordres? Charlie ne pense qu'à « Ce dragon exécute toutes mes pensées ». Alors, le dragon et la Yamato d'Orochi demandent à Charlie s'il laisse le maître de l'épée, avec le Sanag. Et le courageux pense « Quoi? Pourquoi me demande-t-il à propos de l'épée ?» Le dragon a dit à Charlie qu'il et l'épée ne font qu'un. Alors, Charlie comprend que, lorsqu'il est devenu le maître de l'épée, il ne savait pas que cette épée était liée à ce dragon. Puis, Charlie demande « Orochi, tu aides le maître de l'épée ou quelque chose comme ça ?» Le dragon, ouvrant les yeux, répond qu'il n'aide pas ceux qui n'obéissent pas au maître de l'épée, car il n'aide pas Charlie. À ce moment-là, quelque chose de tout petit sort de l'épaule de Charlie et s'écrie « Papa, papa !» Charlie ne reste pas avec les yeux écarquillés uniquement parce que le dessinateur a oublié de dessiner ses yeux. Là, Charlie comprend que le grand dragon, en réalité, ne l'aide pas lui, mais aide plutôt Charlie. Et ainsi, Charlie dit à son fils « Bon travail mon fils,
Charlie fait une petite moue mignonne, mais il montre qu'à cet endroit, il est le plus puissant. Avec des yeux brillants, il pointe l'ennemi et dit « Vas-y, attaque-le ». Le grand dragon à 7 têtes demande si ce démon Là-bas est son ennemi. Charligno répond que oui. Alors, le dragon à 7 têtes, qui recouvre plusieurs montagnes et ravins, ordonne à Charligno de rester là et d'observer comment il va écraser cet insecte. Le dragon dit à Charligno qu'après cela, il retournera dormir, car il est sans cœur et sans tête. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est Charlie qui a tué la 8e tête au chapitre 23. Charlie est là, très faux et en sueur, pensant qu'il ne peut pas faire de ce dragon son ennemi. Ensuite, Amaterasu, qui n'a pas encore compris tout ce qui se passe, demande à Charlie si c'est ça la raison de la convoitise pour l'épée, parce qu'elle pensait que Charlie contrôlait le grand dragon à travers elle, et non l'inverse, ce qu'il n'a toujours pas réalisé. Ainsi, joignant ses mains au-dessus de sa tête, Amaterasu commence à parler. Boule de feu qui tue tout le monde, paf paf. Soudain, pour voir de quel espace il s'agit ici, avant de dire au revoir, quelqu'un interrompt son enchantement. Ainsi, un autre samouraï apparaît dans ce lieu, frappant correctement les boules de bois, et Diego est sur la boule de feu en bois. Alors, le bois regarde sur le côté et dit « Quoi, Susano? Oh, c'est toi, tu n'étais pas mort !» Susano, le fanatique du combat, sourit à Mathéus et lui dit « Hé, j'ai toujours voulu me battre contre toi à mort. Je suis très heureux que cette opportunité se soit présentée. Alors, prépare-toi à mourir. » Ainsi, les deux prennent position pour le combat, car ce sera une lutte jusqu'à la mort. Mais avant de commencer, Susano demande à son ancien ami pourquoi il a agi ainsi contre lui, quel a été le motif qui l'a poussé à trahir son ami. Amaterasu, très en colère, commence à grogner et dit « Pourquoi j'ai fait ça? Tu me demandes pourquoi j'ai fait ça? Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Hé, Amaterasu, tu es très lâche, tu sais. Tu serais vraiment fort si tu n'avais pas peur. » Et Amaterasu rappelle que Susano l'a laissé derrière et est allé affronter le danger, le traitant de lâche. Cette conversation a eu lieu il y a plus d'une ère, et si vous ne le savez pas, une ère représente 1000 ans. Le bois était très vexé d'avoir été traité de faible et de lâche. Alors, dans le présent, Susano lui dit « D'accord, mais pourquoi m'as-tu trahi ?» Le bois, toujours avec un air fâché, répond qu'il a fait ça parce qu'il n'a plus besoin de lui. Ainsi, le bois retire son masque et montre sa véritable forme. On nous montre alors par le système qu'Amaterasu a retiré son déguisement et a pris sa forme véritable. Alors, Amaterasu se transforme en un homme blond vêtu de rouge flamboyant, avec des yeux brillants de haine, ressemblant presque à Ru. Sans dire un mot, il commence à lancer un sort et des boules de feu très puissantes commencent à tomber sur tout le terrain. Susano lui dit alors « Ah, maintenant je comprends. Merci de me l'avoir dit. Maintenant je sais que tu n'as jamais été mon ami, alors je vais te foncer dessus sans hésiter. » Et ainsi, Susano entame une bataille épique. Pendant ce temps, Yamato no Roshi se bat avec ce démon et le terrasse, et Charlie, je ne sais même pas où il est. Alors, Amaterasu, ressemblant à un mage de guerre, combat à la fois avec une épée et avec de la magie. Ainsi, de sa main, il lance plusieurs sorts magiques, et de l'autre, il brandit son épée. Cependant, avec l'autre, main tremblante de haine, il ne s'arrête pas d'avancer, essayant de trouver une ouverture, car aujourd'hui ce faux ami doit mourir. La bataille s'intensifie, Susano avec son épée et Amaterasu avec ses magies indestructibles. Alors, la rencontre de ces deux puissances de haut niveau provoque une immense explosion à cet endroit, car le pouvoir de chacun est vraiment monstrueux. Amaterasu dit à Susano que sa manière d'attaquer sans peur, en entrant dans le combat et en donnant tout, a été la stratégie qui l'a séduit. Alors, tout en écoutant son ami, il prépare une autre boule de feu à lancer sur lui. Cependant, Susano, pensant qu'il allait lancer une boule de feu, est rapidement surpris, car Amaterasu ferme ses poings et utilise ce sort de boule de feu pour envelopper son poing, se préparant à donner un coup puissant. En faisant cela, il dit à Amaterasu que sa stratégie a peut-être fonctionné dans le passé, mais maintenant elle est vraiment inutile. Alors, il porte ce coup puissant, avec beaucoup de force contre l'épée de Susano, mais Susano bloque ce coup et ne se laisse pas frapper. Amaterasu dit à Susano qu'il est beaucoup plus fort que lui, car à la différence de lui qui est mort et s'est figé dans le temps, il continue à vivre et à accroître son pouvoir. Ainsi, Amaterasu, montrant qu'il est bien plus fort que Susano, lui porte un coup encore plus fort et une colossale pluie de feu détruit tout ce qui se trouve devant lui. Alors, Matarazzo dit à Susano « Je vais te montrer une technique vraiment intéressante. » Puis, Matarazzo pointe 2 doigts vers Susano. Mais avant qu'il n'ait pu porter son coup, quelque chose d'extrêmement rapide passe par là et commence à trancher tout autour. Matarazzo est surpris et pense « Tiens, une attaque surprise par derrière. Qui a fait ça? Mais bon, la personne a perdu, non? » Elle se retourne et à ce moment-là, Susano réussit à porter un coup précis à Matarazzo, profitant de sa distraction. Matarazzo commence à râler et dit « Quel lâche, attaquant par derrière. »
éclair. Mais Susanoo répond qu'il fait tout pour gagner un combat, même attaquer l'ennemi quand il est distrait. Ainsi, on comprend que la personne qui a tranché Matarazzo n'est autre que Bravo Charlie, qui a encore le temps de l'embêter et dit « Hé Matarazzo, je ne fais rien sans réfléchir, c'est pourquoi je n'ai pas fui. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça t'a plu, l'attaque surprise que je t'ai faite de... derrière ?» Charlie ne s'arrête pas là et, dans la foulée, lance un énorme éclair sur Matarazzo, car il a vu Hank mourir à cet endroit. Pourtant, Matarazzo montre qu'il n'est pas un haut rang pour rien, et la flamme de Matarazzo absorbe l'éclair que Charlie a lancé contre lui. Matarazzo est très surpris, car il ne savait pas que Charlie pouvait invoquer un éclair si puissant. Cependant, Matarazzo réalise que cet éclair est très étrange, car il n'a pas sa puissance habituelle. Plusieurs attributs sont mélangés à la puissance de l'éclair. Matarazzo comprend alors que Charlie est un fou furieux, car il parvient à mélanger parfaitement deux attributs du même éclair. Ainsi, l'éclair avec le pouvoir des ténèbres et l'éclair avec le pouvoir normal frappe Matarazzo avec une grande force. D'un autre côté, Matarazzo sait qu'il ne peut pas négliger Susanoo, car il est bien plus fort que Charlie. Il reste un haut rang. Donc, en élaborant une stratégie, Matarazzo continue de combattre Susanoo avec une performance élevée, sachant que Charlie pourra maintenir cette invocation longtemps, puisque Susanoo est un haut rang très puissant et que cela va consommer beaucoup de mana. Pendant que Charlie maintient son invocation, il continue de lancer de nombreux éclairs sur Matarazzo, qui fait le nécessaire en absorbant tous ces éclairs. Mais Susanoo met Matarazzo en garde. « Hé, Matarazzo, tu vas le regretter si tu te concentres uniquement sur moi. Charlie n'est pas faible, je sais que je suis un haut rang, mais ce gamin est très rusé et beaucoup plus intelligent que moi, tu sais. Je vais te dire un truc, cette première attaque qu'il t'a faite doit avoir été juste pour évaluer ta force. » À ce moment-là, un autre éclair avec 3 éléments tombe avec une grande force sur Matarazzo. Cependant, Matarazzo continue à faire le nécessaire, n'absorbant pas les éclairs que Charlie lance sur lui, mais le système dit « Oh putain !» Tu as déjà absorbé trop, d'accord? À ce moment-là, ta fonction a échoué et cette foudre, pour la première fois, cause des dégâts au matelas. Il grince des dents, car cela a fait très mal. Charlie se rend compte que le matelas ignore totalement cette planète où il lutte contre le Susanoo, pensant que c'est le haut rang, beaucoup plus mortel que lui. Mais Charlie, activant encore plus ses yeux gris, réalise que le matériau doit également avoir l'attribut de la foudre. C'est pourquoi il supporte tous ces dégâts si facilement. Ainsi, le brave Charlie, continuant à lancer plusieurs éclairs sur le matelas, se dit qu'il doit réfléchir à une autre solution. La première idée qui lui vient à l'esprit est de reculer et d'utiliser le dragon et la brute Urosha pour combattre le matelas. Cependant, comme le matelas cesse d'être touché par tous les éclairs, Charlie a une idée brillante. Il sait que, étant donné qu'il utilise beaucoup de mana pour se maintenir, le dragon Yamato Orochi doit également utiliser beaucoup de sa mana pour affronter ce géant démoniaque. Pour cette raison, il ne pourra pas utiliser ce dragon. Charlie réfléchit à ses points et pense à une nouvelle stratégie pour déséquilibrer ce champ de bataille. Ainsi, le cœur d'Urano commence à trembler. Charlie se dit qu'il ne voulait pas faire cela. Alors, Charlie invoque le Tartare, car maintenant le roi des hacks commence à utiliser tout le pouvoir qu'il a acquis. Charlie ne sait pas comment faire cela, mais il ressent quelque chose de différent et commence à manipuler la foudre avec le pouvoir du Tartare. Alors, le vaillant Charlie invoque une super lance. On lui signale que lorsqu'il a donné ce coup à Hercule, c'était avec le pouvoir contenu dans cette lance. Et ainsi, le système informe qu'il a créé la lance de foudre Gonineiro, capable de blesser même le corps impénétrable d'Hercule. Le matelas se met en alerte totale, car il sent une mana gigantesque s'approcher très rapidement de lui. Et regarde derrière lui et reste très surpris, pensant « Quoi? Comment ce petit cri peut avoir autant de mana ?» Il ne sait pas que, comme Charlie possède toutes les gemmes de l'infini, la mana qui émane de ces artefacts semble presque infinie. Puis, cet éclair rapide frappe le sol avec une telle force, provoquant une explosion si grande qu'elle ressemble à une bombe atomique. Tu n'as rien compris de cette explosion, hein? Alors, je vais te raconter en détail. Voilà comment ça s'est passé. Charlie était dans les airs, effectuant un grand saut, et il a invoqué cette lance. Ensuite, en utilisant la gigantification, il lance la lance avec une grande force. Ainsi, Charlie touche 2 cibles et arrache 2 autres têtes du dragon, tuant le Noroshi. En cours de route, il n'est pas clair si Charlie tue ce démon géant, mais une chose est certaine, Granini s'approche mortellement d'Amaterasu. Alors, il a regardé derrière lui et a averti avec surprise combien de pouvoir Charlie avait encore. Prétendant dévier la trajectoire de cette lance, le matelas s'enveloppe de son feu. Cependant, quelqu'un lui prend la main et dit « Tu ne vas pas détourner cette attaque avec ton feu cette fois-ci ?» Ainsi, l'épée de Susanoo tranche les flammes d'Amaterasu et laisse le chemin libre pour Ganinir, qui arrive à vitesse grand V. Alors, Amaterasu commence à crier et dit « Susanoo, tu es fou, on va mourir !» Susanoo le regarde, commence à sourire et dit « Tu deviens fou, je suis déjà mort, espèce d'idiot. Tu veux que la lance de Rai me tombe dessus? Il suffit de me ressusciter et je serai comme neuf. Mais toi, tu es vivant, donc maintenant tu viens avec moi, parce que quand cette lance
ton bras, elle nous emmènera tous les deux en enfer. On a alors cette scène où, ressemblant à une bombe nucléaire, Ganynir touche sa cible en plein. Un démon et 2 têtes de dragon, Susanoo et Amaterasu, le tout en un seul coup, semblant être un strike. Cependant, quelqu'un, encore très blessé, active l'un des 3 présents, car cette nague est un bijou de guérison de haut niveau. Grâce à cela, les blessures d'Amaterasu cessent de saigner. Il sort en traînant de ce trou, car ce coup faillit le tuer instantanément. S'il avait été donné directement sur lui, il serait certainement mort. Ensuite, quelqu'un regarde Amaterasu, tout couvert de liquide rouge, et dit « On dirait un serpent qui a mal au ventre, tu te tords de douleur. Et tu as utilisé ton bijou de guérison encore et encore pour soigner ce géant démoniaque pendant qu'il se battait contre Yamata no Orochi. Mais il semblerait que tu aies été trop lent pour t'en servir sur toi-même. Et maintenant te voilà, tout cassé. » On peut voir que Susanoo n'a aucune égratignure, car Charlie l'a reçu monnaie. Alors, Amaterasu dit à Susanoo « Tu es un salaud, et tu t'es soigné là pour encaisser tout ce coup. Je pensais que tu allais te battre avec moi seul, comme un homme d'honneur. Mais Susanoo reste là, à fixer ce maudit qui parle d'honneur. Alors, une autre personne apparaît rapidement, marche sur le dos d'Amaterasu et lui dit « Comment peux-tu parler d'honneur, espèce de pathétique ?» Ainsi, on voit que Tsukuyomi est également arrivé sur les lieux et, réalisant qu'il est là, Amaterasu commence à inventer des mensonges et dit « Tsukuyomi, c'est génial que tu sois ici. Charlie a trompé tout le monde. Il nous poursuit tous depuis le début. » Cependant, cette femme, fatiguée des mensonges, lui dit « Non, il ne poursuit pas tout le monde. Il veut juste toi, Amaterasu. » Amaterasu, ne comprenant pas, se tourne vers elle et demande « Quoi ?» Alors, elle lui caresse le dos, cligne des yeux très forts contre ses blessures, et le liquide rouge commence à couler de ses blessures. Car maintenant, avec cette marche, toutes se sont ouvertes. Alors elle demande à Amaterasu « Hé, pourquoi as-tu tué Susanoo? Comment peux-tu tuer ton propre ami, hein? Réponds-moi !» Pendant qu'elle fait cela, elle continue de marcher sur son dos et d'ouvrir encore plus toutes les blessures d'Amaterasu. Et en plus, elle montre que son doigt est très moche. Non, ça, je vais l'enlever. Alors, Amaterasu commence à crier de douleur car la femme n'arrête pas de lui marcher sur le dos. Il lui dit alors « Hé, pourquoi tu demandes ça, hein? Tu pensais qu'il y avait une grande raison pour que je vous trahisse? Bien sûr que non, ce n'était même pas une trahison. Je ne vous ai jamais considéré comme des amis. D'abord, je te vois uniquement comme une femme, pas comme une amie. Donc, je te voulais pour moi. Mais cet idiot m'a volé de toi. Et c'est ainsi qu'il est devenu mon rival en amour. Alors, j'ai fait tout ça parce que je voulais enlever cet imbécile de mon chemin, car je n'aurais qu'une seule chance avec toi si ce malheureux mourrait. Pendant que vous deux viviez heureux pendant des millénaires, j'étais là, seul et triste, faisant cette tête de coquille abandonnée, parce que lui, un gars aussi moche que ça, a réussi à avoir une femme aussi belle que toi. C'est alors que j'ai décidé de tuer mon rival en amour, et donc, nous revenons à la scène d'aujourd'hui où Susanoo est allongée, face contre terre. Cette scène que nous voyons est projetée sous terre, car l'épée de Susanoo a traversé son cœur et en est ressortie de l'autre côté. Alors, aujourd'hui, Susanoo s'approche de lui et dit « Hé, ne t'inquiète pas, car là où tu vas, ce n'est pas un très bon endroit. Mais tu sais, la mort n'est pas aussi mauvaise que tu le penses. » Ensuite, Susanoo retire son épée du dos de son ancien ami Amaterasu. Alors, d'un coup net, Susanoo le décapite avec beaucoup de précision, mettant fin à son faux ami de manière méritée. Et ainsi, alors que le sang et le feu se répandent autour de ce lieu, cette étape se termine enfin. Alors, Susanoo et Tsuki s'éloignent pour discuter dans un coin et Charlie se tourne dans l'autre sens, car cette étape est déjà derrière nous. Maintenant, passons à l'étape suivante. Ainsi, Yamato no Orochi est très en colère d'avoir perdu 2 têtes de plus. Alors, celui qui était ami est devenu ennemi et attaque Charlie. Cependant, le courageux esquive rapidement cette attaque. Il parle alors à Charlie. « Hé, Charlie, tu te souviens de l'expérience du marshmallow ?» Alors, Charlie dit que oui. Cependant, Charlie réalise que Yamato no Orochi veut dévorer son corps, car cela a l'air très appétissant. Alors, Charlie commence à avoir les yeux qui brillent et utilise son pouvoir divin. Charlie est très surpris et demande « Eh bien, comment la flamme sacrée est-elle apparue tout d'un coup ?» Charlie sait qu'il contrôle le feu sacré, mais il ne l'avait pas convoqué. Alors, comment est-elle apparue? Il pense que ça doit être lui qui a convoqué la flamme sacrée, car il ne savait pas qu'il pouvait partager ses capacités ainsi. De la flamme sacrée commence à sortir un grand pouvoir divin. Sans savoir comment, Charlie commence à absorber ce pouvoir divin, et ce pouvoir commence à restaurer sa mana. Voilà comment ça se passe dans ce cycle. Charlie absorbe le pouvoir divin qui se transforme en mana. Et là, tu comprends à quel point Charlie est incroyable, car c'est pratiquement un générateur de mana infini. Charlie se remémore le moment où il a acquis le feu sacré, car ce feu était le pouvoir d'un être extérieur, et de plus, ce feu a même sa propre volonté. Alors, Charlie se demande si le feu sacré le reconnaît. À ce moment-là, Charlie se retourne, et se voit, très heureux, entouré par le feu sacré. Et ainsi il pense, qu'est-ce qui va me dire que les flammes sacrées appartenaient à Charlie? Cela nous rend très perplexes, car il ne savait pas que le feu sacré lui appartenait. Alors il dit, Charlie, hey, je suis rétabli, d'accord? Alors allons-y. À ce moment-là, Charlinho a les yeux qui brillent, car maintenant que papa est rétabli, il ne reste plus qu'une chose
chose à faire. Manger et manger. Alors, Charligno montre ses dents, car le prédateur a été activé. Ainsi, la forêt dans le roc est entièrement consommée, lui, le démon et le corps du matelas, car une collation très précieuse vient de descendre dans le ventre du prédateur. Et nous ne voyons pas le corps, tandis que Charlie évolue avec ça. Mais alors, dans le ciel au-dessus de Charlie, une voix dit « Eh bien, il ne reste plus grand-chose maintenant. Et cette petite chose là-bas, qu'est-ce que c'est ?» Puis la scène change pour s'éloigner. Et une autre voix dit « Quoi? Il ne reste plus grand-chose maintenant ?» Ensuite, la scène change à nouveau pour un autre étage, très loin d'ici, où un autre dit « De quoi vous parlez, hein ?» Et ainsi, le 11e œil observe cet étage. Le 6e œil montre qu'il surveille un autre étage. Alors, l'autre voix dit à tout le monde « Hé, je veux que vous vous réunissiez tous !» Et un 4e, descendant les escaliers, a répondu qu'il viendrait. Ainsi, un plan se met en place. Ensuite, nous voyons le 13e œil du grand sage, qui est semblable aux cieux observant tout. Nous pouvons donc comprendre que les personnes qui parlent sont les clones du grand sage. Il dit « Eh bien, les gars, dès que Charles aura fini ce qu'il fait, nous allons nous préparer pour le royaume céleste. Et ainsi, nous en restons là. Ceux qui ont aimé, demandez la partie 33 et je la ferai pour vous.